Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle manifestation du Cercle Wine Business. Notre conférence du jour est parrainée par Liberty Specialty Markets et elle a pour thème « Dirigeants d'entreprise, responsables, même si non coupables ». Pour en débattre, 4 des plus grands experts mondiaux encore vivants et en pleine forme, j'ai cité Olivier Reyes, Françoise Marie, Emmanuel Sylvestre, Augustin de Colnay. Et on retrouve tout de suite Olivier Reyes, le président en France, pour une présentation de sa société. Bonsoir tout le monde, très heureux d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Olivier Reyes, je suis le directeur général de l'entreprise Liberty Specialty Markets, qui est la filiale assurance entreprise d'un des plus grands groupes mondiaux, l'une des plus grandes mutuelles mondiales d'assurance d'origine américaine qui s'appelle Liberty Mutual. 115 ans d'existence, implantée siège social à Boston. Et notre filiale est implantée en France. Notre filiale assurance entreprise Liberty Specialty Markets est implantée en France depuis 21 ans. On a fêté nos 20 ans il y a quelques mois. On est 50, quand je dis qu'on est gros, on est 50 000 employés dans le monde, 50 milliards de chiffre d'affaires. Notre filiale Liberty Specialty Markets, c'est 10% à peu près de ces chiffres, à peu près 5 000 employés, 5 milliards de chiffre d'affaires. La France, on est présent dans 29 pays. La France est le plus gros des 6 pays dans lesquels nous sommes présents en Europe continentale. Et, on n'est pas très loin, on est dans Washington Plaza, à 5 minutes à pied d'ici. On est un assureur multi-spécialiste de l'assurance entreprise et l'une de nos principales spécialités, ce sont les risques financiers. Et alors, avant de poursuivre, si tu me permets, avec plaisir, Olivier. Déjà, je vais peut-être présenter les personnes qui m'accompagnent. Je suis accompagné d'Augustin de Colnay, qui est un expert en intelligence économique et auteur d'une cartographie des risques majeurs auxquels font face les entreprises françaises. C'est son premier livre, même pas le dernier. Hein. Voilà. Effectivement, il a aussi sorti un livre qui s'appelle « Compétition mondiale et intelligence économique, grille d'analyse des risques ». Et je suis accompagné également de 2 de mes éminents collègues, Françoise Marie, ici présente, directrice des risques financiers, la fameuse branche d'activité dont je vous parlais, qui est donc directrice pour la France, et Emmanuel Sylvestre, qui est directeur des risques financiers pour l'Europe, et accessoirement également mon directeur général adjoint estimé. Et avant de poursuivre, j'avais juste un sondage, si tu me permets, avec 2 petites questions. Première question, y a-t-il des dirigeants d'entreprise dans la salle ? Pas timide, hein, c'est... Ouais. Alors moi je m'attendais à ce que tout le monde va bien, oui, ne t'inquiète pas. Ou alors tu m'as menti. Non, pas du tout. Et parmi ceux qui ont levé la main, y en a-t-il qui ne seraient pas assurés en RC des dirigeants, autrement appelé RCMS, RC des mandataires sociaux? Oui, monsieur? Il y a un seul monsieur honnête. Donc, je me permets de vous inviter à venir nous contacter après cette conférence en urgence absolue, pour une consultation gratuite. Le thème du jour, comme l'a dit Alain, c'est responsable, dirigeant d'entreprise, responsable même si non coupable. C'est-à-dire que vous êtes redevable en cas de remise en cause de votre responsabilité civile en tant que mandataire sociaux, même si vous n'avez pas délibérément commis une infraction. Et surtout, vous êtes redevable sur votre patrimoine personnel, y compris le costume et la cravate que vous portez ce soir. Voilà. Donc on a décidé de vous parler de ces risques qui nous sont chers, ou sur cette branche d'activité qui est une expertise très forte de la maison, sur laquelle on a des experts tant en souscription des risques qu'en indemnisation des risques. Nos équipes sont toutes, y compris en indemnisation, basées ici, à Paris, et faites d'experts du domaine. On a retenu 3 sujets. 3 sujets. Quand on s'est réunis pour préparer cette conférence, on s'est dit quel sujet d'actualité pourrait les intéresser. On en a trouvé 17. On en a retenu 3 parce que, 1, on n'a qu'1 heure, et 2, parce qu'Alain m'avait clairement briefé en me disant « tu les effraies pas, j'ai envie qu'ils reviennent ». Donc, on a 3 sujets. Le premier sujet qui sera traité, c'est l'extraterritorialité, puis les conflits avec les actionnaires, puis le devoir de vigilance. Sur chacun de ces 3 sujets, ça sera le même mode opératoire, entre guillemets. Augustin va d'abord présenter un cas concret, sans nommer le nom de l'entreprise, bien évidemment, un cas réel. Ce n'est pas de la science-fiction.
Puis Emmanuel et Françoise présenteront la réponse assurantielle. D'abord, Emmanuel parlera des enjeux juridiques et ensuite, Françoise présentera les points d'attention pour avoir une bonne couverture d'assurance fiable et efficace. Avant de leur passer la main, je ne résiste pas à vous énumérer la liste des 14 autres sujets que nous n'évoquerons pas, uniquement parce que si vous avez des questions sur l'un de ces 14 sujets, n'hésitez pas à poser vos questions à l'issue des questions-réponses à la fin de leur intervention ou à venir nous voir autour d'un verre après la conférence. Ces sujets sont les amendes, les enquêtes, les frais d'extradition, si jamais vous finissez dans une prison à l'occasion d'une escale, le plaidé coupable, le non-remboursement des frais de défense, ESG, droit d'alerte, class action, quitam suit, excusez-moi, tout ce qui est lanceur d'alerte, IPO, fonds activistes, OPA hostile, cyber, RGPD. Voilà les 14 sujets sur lesquels nous sommes également à votre écoute en cas de questions. C'est parfait, Olivier. Premier chapitre, alors ? Alors, le premier chapitre, on commence sans plus attendre avec la thématique 1, les risques liés à l'extraterritorialité des lois étrangères, et notamment américaines. Alors, Augustin, donc, Olivier t'a présenté tout à l'heure, donc tu es un indépendant, c'est ça ? Et donc, tu décides d'être vraiment indépendant dans des cours partout et en écrivant un premier livre, quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé à être un expert aujourd'hui en intelligence économique ? C'est quoi ? Déjà tout petit, tu étais un génie quand tu es né ? Non, alors bon, déjà, pour préciser, je suis diplômé de l'école de guerre économique, qu'on appelle plus communément l'EGE. Donc j'ai étudié durant 2 ans les thématiques liées à la guerre économique et à l'intelligence économique. Ce qui m'a poussé très brièvement à faire ce livre, mon objectif, c'était de dresser un panorama un peu des menaces qui concernaient les entreprises françaises. Parce que je me suis aperçu, en faisant notamment ce master, qu'il y a un autre monde que les gens ne connaissent pas, qui s'appelle tout simplement la guerre économique, qui se pratique en temps de paix et en temps de guerre. Et on va vous en livrer quelques bribes ce soir. Voilà. Donc l'objectif de ce livre, c'était de mettre des cas très concrets avec différentes familles de risques et puis apporter également des recommandations. Alors, donc 3 cas, on commence par le premier. Évidemment, on ne va pas citer l'entreprise, Augustin. Alors, pour cette première thématique, moi, je vais vous parler des risques liés à l'extraterritorialité. Alors, en ce moment, ça concerne surtout les États-Unis qui mettent en place des lois extraterritoriales. Attention, demain, il est possible que la Chine se mette à commencer à appliquer elle aussi des lois extraterritoriales. Alors, j'aimerais vous citer, mesdames, messieurs, un chiffre. Est-ce que vous savez que depuis 2010, les entreprises françaises, notamment les multinationales françaises, ont payé plus de 14 milliards de dollars d'amende à la justice américaine, à ce qu'on appelle le Department of Justice. Juste quelques exemples, sans les nommer. En 2015, sous l'administration Obama, vous avez une des plus grandes banques de France qui a payé 8,9 milliards de dollars à la justice américaine. Vraiment sans la nommer. Hein. Ouais. Un autre exemple, un peu plus loin, en 2014, toujours sous l'administration Obama, vous avez un ancien conglomérat donc qui fabriquait des turbines pour nos centrales nucléaires, qui a écopé d'une amende de 772 millions de dollars. Alors attention, ne pensez pas que ce risque appartient au passé, puisque très récemment, c'est une entreprise allemande, un conglomérat allemand, qui a écopé d'une amende de 220 millions de dollars le 12 janvier dernier, 12 janvier 2024. Bon début d'année. Alors, quelles sont un peu les spécificités de l'extraterritorialité du droit américain ? On parle de lois dites extraterritoriales pour notamment des faits de corruption au titre du FCPA, donc le Foreign Corrupt Practices Act, et au titre des embargos, notamment des embargos imposés par les États-Unis. Alors attention, on parle de faits de corruption qui ne se sont pas produits sur le territoire américain, mais bien dans d'autres pays et non sur le sol américain. Donc vous allez me dire comment les États-Unis se permettent de juger des entreprises, par exemple, françaises. Il y en a dans le monde entier. Eh bien, tout simplement par des liens de rattachement. Alors, ça peut être d'abord des transactions commerciales libellées en dollars. Si vous êtes coté en bourse aux États-Unis, si vous avez une filiale présente aux États-Unis, et puis notamment si vous avez, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises, vos données stockées sur des serveurs américains. Alors on pourrait se dire, écoutez, moi je suis une entreprise française, je suis le dirigeant, je ne paye pas par rapport à ce que vous me reprochez, ça ne s'est pas produit sur le territoire des États-Unis.
Attention. Ce qui peut se produire, tout simplement, c'est une exclusion pure et simple de votre entreprise sur le marché américain. Ensuite, si vous êtes une banque, par exemple, ça va être une perte de votre licence bancaire, et puis au niveau mondial, une interdiction de faire des transactions effectuées en dollars. Donc, ça calme. Une fois que vous avez payé cette amende, c'est pas fini. Les États-Unis, le ministère de la Justice américaine va vous imposer ce que les Américains appellent des corporate monitors, donc des surveillants en intégrité qui peuvent être présents dans votre entreprise, au sein de votre entreprise, au sein de vos locaux, durant une période de 3 à 5 ans. Donc vous avez par exemple 2 banques qui ont subi des surveillants d'intégrité, et je pense notamment à un pétrolier français. Donc là, je vous ai parlé des personnes morales, des entreprises. Maintenant, il y a aussi une véritable épée de Damoclès qui plane sur les dirigeants, sur les cadres dirigeants. Je voudrais vous raconter 2 histoires qui se sont véritablement passées, que vous pouvez retrouver dans mon livre. La première, c'est celle d'un retraité allemand. Il a 78 ans. La scène se passe en 2017. Ce retraité allemand, il se rend en Croatie dans une magnifique station balnéaire. Il est tout content. Et là, il est arrêté par la police croate, la police locale. Il est de suite extradé aux États-Unis. Il a 78 ans. Aux États-Unis, on lui notifie les reproches qui lui sont faits. Il se trouve que ce retraité, quand il était actif, il était salarié donc d'un conglomérat allemand, qui est notamment présent dans l'énergie et dans bon nombre de domaines. Ils avaient, à la fin des années 90 en Argentine, répondu à un appel d'offres pour la fabrication de cartes d'identité en Argentine, montant 1 milliard de dollars. Ils ont fait appel à des agents locaux, ils ont corrompu des officiels locaux pour un montant avoisinant les 100 millions de dollars. Cette personne-là, donc à 78 ans, elle a fait un peu plus d'1 an de prison. Elle est revenue en Allemagne à 80 ans. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire qui a marqué un peu le monde de l'intelligence économique et des directions sûreté, ça s'est passé en avril 2013. Donc, il s'agit du directeur monde de la division chaudière d'un ancien conglomérat français, donc pareil, qui fabrique des turbines pour nos centrales nucléaires. Donc, il est arrêté en avril 2013 à l'aéroport de New York. Là, on lui notifie ce qui lui est reproché. En 2003, les Américains remontent 10 ans auparavant. On lui reproche notamment d'avoir corrompu des officiels indonésiens pour gagner la construction d'une centrale électrique. Il effectuera 2 années de prison non consécutives, ce cadre dirigeant, 1 année de 2013 à 2014. Il attendra 3 ans son jugement en France et il repartira de France vers les États-Unis effectuer une dernière année de prison. Voilà ce qui vous menace, cadre dirigeant, lorsque vous êtes concerné par les lois extraterritoriales américaines. Bien. Emmanuel ? La réalité dépasse la fiction. Il est vrai que, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette formule, responsable mais pas coupable. C'est ce qu'avait lancé Georgina Dufoy en 91 sur le plateau de télévision de TF1 dans la triste célèbre affaire du sang contaminé. Mais ça révèle bien, en fait, que ce soit sur nos dirigeants politiques ou dirigeants d'entreprise, cette culture qui est qu'a priori, si on n'a pas détourné de fonds, si on n'a pas volé dans la caisse, si on ne s'est pas enrichi personnellement, a priori, on a du mal à accepter une responsabilité personnelle. Et là, on rentre dans un écart de vision complet entre le monde anglo-saxon et effectivement la culture latine. Les Américains, en général, ont beaucoup de schémas de responsabilité sans faute. Les introductions en bourse en sont un exemple criant. Une simple erreur dans un prospectus boursier et vous êtes de toute façon responsable. Il faut voir que le système juridique américain est effectivement extrêmement dur et strict. Vous les avez sur les punitive damages qui effectivement sont des montants d'indemnisation qui n'ont rien à voir avec la réalité du préjudice subi. Vous avez le quantum de cumul de condamnation pénale. Dans l'affaire citée par Augustin, il faut savoir que le quantum prévu pour le FCPA lorsque vous avez une problématique de corruption, c'est 20 ans maximum de prison. En France, on raisonne plus par incrimination, c'est-à-dire sur un deal qui a été passé. Les Américains procèdent par paiement. Il se trouve que dans cette affaire-là, il y avait eu 3 ou 5 paiements, donc ça faisait à chaque fois 20 ans de prison qui s'accumulaient. Donc vous imaginez la pression que peut exercer le département de justice sur des dirigeants. Alors que dans la culture latine, on est plutôt sur un triptyque classique qui est faute, dommage, lien de causalité entre les deux.
Alors si je vais faire rapidement un retour aux sources sur comment est-ce qu'on arrive à engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant d'entreprise, en dehors des cas de recherche en insuffisance d'actifs sur les problématiques de procédure collective, qui est un régime bien spécifique. Mais il faut quand même voir qu'on est en train de rattraper très rapidement. Altares a sorti ses chiffres là, en décembre dernier sur 57 000 à peu près défaillances d'entreprises en France en 2023, plus 36% par rapport à l'année dernière, qui était déjà à plus 44% par l'année d'avant. Mais on n'est pas encore au niveau de pré-Covid, puisque effectivement on a eu le tout, quoi qu'il en coûte, qui a permis effectivement de sauver un petit peu notre monde économique. Mais dans les sociétés in bonis, en fait, on peut attaquer un dirigeant sur sa responsabilité personnelle sous 3 angles. La violation des statuts, l'infraction aux lois et réglementations. Alors, vous connaissez l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Je vous rappelle qu'il y a 74 codes juridiques en vigueur en France. Donc, bon courage. Je vous rappelle que le code du travail, à lui seul, c'est 11 000 articles. Et puis, vous avez la faute de gestion, qui est une construction jurisprudentielle. Cette construction jurisprudentielle, en fait, elle a sans cesse, au fil des ans, élargi le champ d'application et d'exposition des dirigeants. On est passé de la nécessité de prouver une faute, un acte positif de gestion, jusqu'à une abstention fautive. Donc il faut le savoir, l'absentéisme, l'incompétence ne sont pas des causes exonératoires de responsabilité. On a ensuite eu des problématiques de charge de la preuve, d'une faute qui était prouvée à une présomption de faute. Alors c'est ce que je dis souvent à mes étudiants à Paris-Dauphine. Arrêt crédit martiniquais 2010, je vous dis juste le libellé pour ne pas vous endormir, mais c'est quand même, il vaut son pesant de cacahuètes, commet une faute tout dirigeant qui, par son inaction, participe à la prise de décision fautive, sauf s'il est démontré qu'il s'y est opposé. Donc c'est effectivement au dirigeant de prouver qu'il s'y est opposé, comme par exemple en démissionnant et en claquant la porte, mais s'il ne le fait pas, on va en déduire qu'il est responsable. Donc on est quand même loin d'une preuve de faute. On a aussi les contentieux sur les fautes séparables, lorsque ce sont les tiers qui attaquent le dirigeant d'entreprise. Normalement, il y a 3 conditions qui sont faute intentionnelle, d'une exceptionnelle gravité, incompatible avec les fonctions du dirigeant. Ça a été battu en brèche au fur et à mesure par les cours de cassation, chambre civile, chambre criminelle. La chambre criminelle est beaucoup plus dure d'ailleurs avec le dirigeant d'entreprise. Il suffit de commettre une infraction pénale intentionnelle, voire même intentionnelle, pour être reconnu en responsabilité. Alors si je reviens sur le champ de la corruption, on voit bien que les États-Unis prennent n'importe quel type de critères pour effectivement essayer de régir le monde et au final faire des pressions et obtenir de l'argent. Mais une des façons de voir un niveau d'évolution sur l'extraterritorialité, c'est lorsqu'ils influencent en fait le droit positif français. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec l'émission de la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, c'est en fait l'importation du système anglo-américain des Deferred Prosecution Act, Agreement, où en fait on essaye de passer une négociation avec notamment la personne morale pour éteindre l'action pénale. Sauf que ça pose tout un tas de soucis, puisque vous avez une asymétrie de la transaction. Le dirigeant, en fait, signe une transaction pour couper les poursuites par rapport à la personne morale, mais ça ne coupe pas les poursuites sur la personne physique. Deuxièmement, on pourrait dire éventuellement si les accords sont strictement confidentiels, ça peut peut-être rester sous les radars. Non, c'est publié sur le site de l'AFA, qui est la nouvelle autorité de lutte contre la corruption en France. Alors c'est vrai que ce jeu qui consiste à dire, vous payez, vous reconnaissez la qualification pénale et l'infraction, il est fait, mais vous n'êtes pas coupable. Ça ouvre quand même un boulevard énorme, et ce qui pose problème pour les assureurs, parce qu'on peut très bien imaginer que les concurrents qui ont été écartés du fait d'actes de corruption peuvent ensuite, bien entendu, attaquer les dirigeants d'entreprise. La corruption, il faut le savoir, ce sont des sinistres extrêmement lourds en termes de gestion. Les dossiers dont Augustin a parlé ont suffi à éponger la totalité des programmes d'assurance qui étaient en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a des démultiplications dans l'espace et dans le temps. Les enquêteurs, en général, quand ils enquêtent sur une pratique de corruption potentielle ou suspectée d'un groupe, les régulateurs se passent le message. Il y a des échos de presse. Donc, si un groupe fait aussi des appels d'offres marché public dans tel ou tel pays, eux aussi vont ouvrir. Donc, vous avez au fur et à mesure un pays qui va avoir une enquête, qui va ouvrir ensuite sur un autre pays, etc. Et après, s'ils l'ont fait cette année-là, ils l'ont peut-être fait l'année d'avant, et puis peut-être l'année d'après. Donc, en fait, on a une implication dans le temps aussi, ce qui pose pas mal de soucis. Je noterai juste aussi la circulaire de politique pénale qui est parue en juin 2020, qui donne quand même énormément de moyens aux régulateurs et aux autorités pour investiguer. Vous avez le parquet national financier qui coordonne maintenant avec les entraides judiciaires au niveau des autorités judiciaires étrangères. Les ouvertures d'enquêtes miroirs, c'est ce dont je parlais. Les procédés d'infiltration de l'OCLIF, qui est l'Office central de lutte contre la répression des infractions financières et fiscales. Donc voilà, on est vraiment sur un rythme où on va aller chercher et on donne les moyens aux régulateurs de faire les investigations contre les dirigeants. Autre exemple, recommandation, là cette fois-ci de l'OFAC, sur le terrain effectivement des sanctions.
puisqu'elles ont sorti des recommandations menaçant de sanctions toute société qui payait des ransomware comme étant suspectée de contourner les problématiques liées aux sanctions. Donc tout ça, effectivement, augure d'un avenir sombre, mais on a les solutions, je vous rassure. Françoise, le rayon catalan. Tu es catalane, c'est ça? Oui, Parfait. comme toi, je Parfait. crois. Que de nuages sur votre tête quand vous êtes dirigeant, ça ne vous a pas trop fait peur? Donc, dès qu'on a une position de dirigeant, on est confronté donc à des responsabilités civiles, des responsabilités pénales, des responsabilités administratives. On est contraint à payer des indemnités. On se voit imposer des amendes. Et le pire dans tout ça, en tant que dirigeant de personne physique, on peut finir en prison. Ça a été les cas qu'a mentionné Augustin tout à l'heure. Donc, quelle solution existe-t-il pour protéger nos dirigeants personnes physiques? Puisque là, on a parlé des personnes morales qui peuvent se dédouaner en faisant des abandons de poursuites, en passant des accords. Mais quelle est la solution pour un dirigeant personne physique? Alors, vous avez 3 sortes de solutions. Vous avez les limitations de responsabilité, les clauses exonératoires de responsabilité, mais tout un chacun sait qu'il y a des limites à l'applicabilité et à l'acceptabilité de ces clauses. Et la dernière solution, c'est l'assurance que nous vous proposons par l'intermédiaire de Liberty. C'est l'assurance responsabilité des dirigeants, qui permet de vous d'accompagner les dirigeants dans tous les moments de stress. Puisque la première garantie que l'on va donner, c'est les frais de défense. Si un dirigeant est arrêté, il va pouvoir accéder à un avocat. S'il est extradé, comme dans le cas du pauvre monsieur de 78 ans, on va l'accompagner sur les frais d'extradition. Et en tant que personne physique, quand vous êtes face à la police judiciaire, vous êtes un peu stressé. Les frais de soutien psychologique. Vous avez aussi votre nom mentionné dans la presse, le nom de votre société mentionné dans la presse. Donc nous, on va prendre également tout ce qui est les frais de communication et de réhabilitation de votre image. Donc ça, c'est la première garantie que l'on va donner. Une petite aparté, tout le monde pense que la responsabilité des dirigeants, c'est la défaillance financière, c'est l'insuffisance d'actifs, etc. Par contre, dans les cas de corruption qu'on a mentionnés tout à l'heure, c'est les plus grands cas sinistres où les assureurs ont payé. Ces procédures sont toujours en cours et cela fait plus de 20 ans. Et c'est des procédures qui, comme l'a expliqué Emmanuel, éclosent dans tous les pays, puisque un régulateur dit « Ah, il a été condamné dans ce pays-ci. » Donc l'autre régulateur dire bah, « Moi aussi, je vais regarder un peu si je trouve quelque chose. » Et toutes ces réclamations, il faut être entouré d'un bon assureur pour savoir est-ce que c'est un sinistre avec l'application d'une franchise ou est-ce que c'est plusieurs sinistres avec l'application de plusieurs franchises et à quelle période d'assurance je vais le rattacher. Je vais faire un point maintenant. Alors, je vais essayer de ne pas être trop ennuyeuse et trop technique sur la nature, 2 points sur la nature même d'un contrat d'assurance RC des dirigeants. C'est une assurance pour compte. Donc ça veut dire que c'est la société qui souscrit le contrat pour son dirigeant personne physique. Donc quand tout va bien, quand les fiançailles sont bonnes, tout va bien. On a les mêmes intérêts, on va tous se protéger. Mais dans certains cas, il s'avère que la société et son dirigeant n'ont pas les mêmes intérêts. Et là, la bonne entente disparaît. Donc la société qui est là théoriquement pour protéger son dirigeant dit « Attends, moi j'arrête ». Et comme le contrat est souscrit par la société pour le compte de son dirigeant, nous, assureurs, on va être confrontés à avoir autour de la table une société et ses dirigeants qui ne se parlent plus et qui vont avoir des divergences de procédures pour se protéger. Et comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure,
vous avez eu une nouvelle. Je vais faire une aparté sur ce qui est le CGIP, c'est-à-dire que les sociétés négocient avec le procureur pour avoir des abandons de poursuite. Mais cela n'entraîne que la personne morale et pas le dirigeant personne physique. Donc, le dirigeant personne physique va accepter un accord d'abandon de poursuite contre la société, mais pas contre lui. Vous imaginez un peu. La deuxième chose, et quand il y a des réclamations récursoires, parce que les gens qui voient « Ah, mais telle entité a fait des malversations, a fait de la corruption pour obtenir un marché », elle va demander l'annulation et recourir à l'encontre du dirigeant. Donc nous sommes là vraiment pour protéger le dirigeant personne physique et l'accompagner au mieux, notamment par des frais de défense civile, pénale, administratif. Ce n'est pas que les frais de défense civile. Par contre, on ne couvrira pas, bien sûr, la responsabilité pénale du dirigeant. L'autre point important d'un contrat responsabilité des dirigeants, c'est le terme « duty to defend ». C'est que le dirigeant a l'obligation de se défendre. Il a le choix de son propre assureur. Bon, bien sûr, il y a des conventions d'honoraires qui seront passées entre la compagnie d'assurance et le dirigeant, mais il a l'obligation de se défendre. Il a le choix de son avocat, il peut le choisir. Après, nous, on le validera, on ne s'y opposera pas. Par contre, on va essayer d'avoir des conventions d'honoraires pour ne pas se retrouver avec des frais exponentiels, dirons-nous. Donc ça, c'est un point. Mais souvent, dans les stratégies de défense des dirigeants, il y a ce qu'on appelle le plaider coupable. On se rejoint avec Emmanuel. Le plaider coupable, c'est un moyen pour un dirigeant de passer un accord avec le procureur pour limiter sa responsabilité, donc ses indemnités, les amendes qu'il peut encourir. Mais un plaider coupable, c'est une reconnaissance de responsabilité. Donc, est-ce qu'un plaider coupable ne met pas à mal cette obligation de se défendre? Est-ce que le dirigeant ne renonce pas avec le plaider coupable à sa garantie? Donc, le deuxième point qu'on veut mettre en place, c'est que nous, les assureurs, et Liberty a été le premier à étendre sa garantie responsabilité des dirigeants à ce plaider coupable. Parce que le contrat RCD dirigeant, c'est protéger le dirigeant. Et tous les moyens de protection, même si c'est une reconnaissance de responsabilité, sera pris en charge par notre contrat. Je vais être bref parce que c'est assez boring, les assurances. Mais voilà, donc les deux points que vous devez faire attention. Faites attention que c'est une assurance pour compte, que votre société a la main dessus. Alors je vous conseille dans ce cas-là de demander une attestation d'assurance et chaque année de la redemander, puisqu'on sait que les clients ne sont pas tous fidèles. Il y en a certains oui, d'autres pas. Pour pouvoir avoir une action directe auprès de l'assureur et de ne pas laisser la main à la société et à un moment donné de vous retrouver sans garantie. Parce que la société aura fait écran. Olivier ? J'allais dire, je vois leur tourner et je me dis, on a pas mal plombé l'ambiance. Mais non, tout va bien, tout va bien. Le deuxième chapitre. Le chapitre suivant, normalement, ça devrait être la folie. Absolument. C'est les conflits avec les actionnaires. Alors, Augustin, que toute ressemblance avec les vérités. Je précise avant toute chose, donc là je parle de cas concrets qui peuvent paraître un peu pessimistes. Dans mon livre, j'aborde également aussi beaucoup, pour chaque chapitre des recommandations, pour chaque exemple concret qui s'est produit, des recommandations qui peuvent venir du Sénat, des parlementaires plus globalement, ou du CDSE et autres organismes. Donc, concernant cette nouvelle thématique liée aux actionnaires, je pense que vous avez vu comme moi dans l'actualité ces dernières années une multiplication d'attaques de fonds activistes ou également de fonds qu'on peut appeler de fonds vautours. Il y a eu un cas qui a marqué l'actualité ces dernières années. C'est une belle entreprise familiale donc, qui est un leader mondial des vins et spiritueux, donc qui fabrique l'alcool et qui le distribue au niveau mondial. En 2018, vous avez un fonds new-yorkais qui prend 2,5% du capital. Avec ces 2,5%, ils décident de rallier d'autres actionnaires à leur cause et ils font un constat. Ils estiment que, d'abord, cette famille, elle pèse plus au conseil d'administration qu'elle ne le devrait, vu son poids actionnarial. Elle détient en 2018, donc cette famille à la tête de cette société, 15% du capital et 21,9% des droits de vote. Le fonds
va essayer de faire pression avec plusieurs critères. Ils vont essayer de demander un programme d'économie de 500 millions d'euros. Ensuite, ils vont demander une réduction des emplois en France et une délocalisation de certaines fonctions support en Inde et en Roumanie. Après, ils vont demander également des nominations d'administrateurs indépendants au groupe familial, et ils iront même plus loin en osant demander également à cette société familiale, qui travaille, pour rappel, dans le vin et les spiritueux, de fusionner avec son concurrent anglo-saxon. Alors le PDG du groupe, le PDG de cette entreprise familiale ne va pas se laisser faire, il va riposter. D'abord, il va mettre en place un projet d'économie de 100 millions. Ils vont également accroître leur communication dans la presse. Ils vont également plancher sur une hausse des marges. Et puis, ils vont travailler sur une évolution de la gouvernance de l'entreprise. Donc, l'action, au bout de plus d'un an, après l'arrivée de ce fonds activiste, elle aura bondi de 18%. Dans le cas que je raconte là, il y en a d'autres dans mon livre, ça s'est plutôt bien passé. Néanmoins, cette société familiale a subi une énorme pression de la part de ce fonds activiste. Ça ne se passe pas toujours aussi bien. Je pense à un groupe qui fabrique, une multinationale française qui fabrique des yaourts. Vous avez quand même des fonds activistes qui ont eu la peau du PDG. Vous avez également eu des groupes allemands qui parlent de terreur psychologique de la part de fonds activistes et de cadres dirigeants qui ont perdu leur poste. Alors ça concernait donc une entreprise familiale. J'ai un deuxième exemple que je relate dans mon livre. Donc, tout ce que je vous raconte ce soir est sourcé. Vous avez plus de 800 sources dans mon livre. C'est une guerre de titans. Vous avez, à l'été 2020, un des leaders français dans la gestion de l'eau et des déchets qui décide de mener une OPA contre un concurrent qui est également présent dans l'eau et les déchets. Donc, juste pour vous parler de ces deux titans, l'entreprise qui lance l'OPA, c'est 27 milliards de chiffre d'affaires et 170 000 salariés. L'entreprise ciblée, c'est 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 90 000 salariés. Donc cette bataille, elle va se jouer en deux temps. D'abord, pour passer un peu sous les radars, l'entreprise qui mène cette offensive, elle va commencer par acheter à un des actionnaires de l'entreprise ciblée 29,9% des parts de son concurrent. Et ensuite, dans un second temps, ils vont poursuivre leur OPA en bonne et due forme. Donc, je pense que vous l'avez vu dans la presse, il y a une véritable guérilla juridique qui s'est menée. Alors, en septembre 2020, l'entreprise ciblée, elle va créer ce qu'on appelle une pilule empoisonnée. Donc, ils vont mettre leur fondation Eau-France, leur filiale Eau-France, pardon, dans une fondation de droit néerlandais, après concertation. Et cette fondation de droit néerlandais, ça permet de bloquer temporairement le projet de rachat, donc de tenter de faire capoter cette OPA. Il y a peut-être juste vous qui êtes un peu des cadres dirigeants, il y a une menace formulée par l'entreprise qui a lancé cette OPA à son concurrent. Pour ce que j'avais cité dans mon livre, c'est que le 25 mars 2021, le directeur juridique il a adressé une lettre commutatoire à chacun des administrateurs du concurrent. Il leur intime l'ordre d'indiquer la position qu'ils ont prise sur la fondation néerlandaise, adoptée à l'unanimité selon le communiqué du concurrent. S'ils ont voté en faveur de cette fondation, le groupe menace, je dis bien menace, de les poursuivre individuellement au civil et au pénal. Et il cible son préjudice, donc cette entreprise concurrente, le directeur financier, à 300 millions d'euros. Voilà, donc je pense que cette thématique des fonds activistes est également très prégnante et peut constituer une menace pour vous, entreprises françaises ou sinon étrangères. Emmanuel. Alors c'est vrai que les conflits avec les actionnaires posent pas mal de questions, parce qu'on a effectivement en mémoire, avec les pertes de spéculation, les immenses class actions qu'il y a eu au début des années 2000, qui effectivement ont plombé énormément de programmes d'assurance. Et ça vient en fait, c'est quelque chose qu'on garde bien entendu de très près, ce qu'on appelle le mapping actionnarial, savoir si effectivement il y a des fonds américains, et notamment des hedge funds, des fonds très spéculatifs qui ont des obligations de retour sur investissement très court terme. Pourquoi ? Parce qu'en général, il y a des fonds de pension avec des obligations de résultat qui font qu'ils ne peuvent pas se permettre, comme les investisseurs institutionnels, d'attendre que l'entreprise investisse et soit un partenaire beaucoup plus durable. On le voit aussi sur les opérations de fusion-acquisition avec les objectifs de synergie. Ou alors pire, quand les gens motivent pendant 3 mois le fait que c'est une question de survie de fusionner avec telle ou telle société ou de l'acquérir et qu'au final, l'opération ne se fait pas. C'est un peu plus dur, on rame pas mal pour essayer d'expliquer que finalement, on va survivre sans. Et effectivement, là, ce genre de fonds est très mauvais perdant. Ils spéculent en bourse. Tant qu'ils gagnent de l'argent, ça va. Dès qu'ils en perdent,
la façon effectivement de pouvoir récupérer leur mise, c'est d'attaquer, de mettre en cause la gestion qui a été opérée par les dirigeants. Et il suffit pas beaucoup de prise de participation dans le capital pour créer quand même une caisse de résonance assez néfaste au niveau de l'entreprise et sur les cours de variation à ce niveau-là. Il faut savoir que les Américains, alors je vais caricaturer un petit peu, mais ont des modélisations de suivi de courbes avec des algorithmes qui font que si une société perd X% en tant de temps par rapport à des indices, par rapport à des pairs, ils vont lancer des class actions. Ils ne savent pas pourquoi, ils savent juste que ce n'est pas normal. Et ils vont essayer de contacter les actionnaires pour qu'ils puissent se joindre à eux, pour ensuite attaquer, et après ils trouveront bien une raison qui fait que cet écart n'est pas normal. C'est quand même un choc de culture par rapport à nous. On a des fonds qui investissent dans les cabinets d'avocats spécialisés en réclamation boursière, ce qu'on appelle le litigation funding. Parce qu'effectivement, c'est un business model, ça rapporte. Quand on met $1 en investissement et qu'on récupère effectivement X en punitive damages, c'est quelque chose qui peut économiquement être intéressant. On a toutes les problématiques de spéculation à la baisse. Les gens qui ne sont pas forcément familiers avec les problématiques boursières voient toujours le côté enrichissement à la hausse, où là on a une convergence des intérêts entre le dirigeant, l'actionnaire, le retraité, le salarié qui investit, c'est-à-dire qu'on achète une action à un prix bas et on espère que le cours monte pour ensuite la revendre et empocher effectivement cette plus-value. Tout le monde est content. À partir du moment où vous avez des shorts et où les gens peuvent louer les actions, voilà, vous avez des exemples, des cas extrêmement brillants malheureusement intellectuellement, mais pas forcément très constructifs d'un point de vue économique. C'est ce qui s'est passé en 2008 lorsque des traders ont effectivement identifié juste après la crise des subprimes le fait que le secteur économique qui allait être touché en premier en matière économique, c'était les fournisseurs informatiques. Parce que toutes les sociétés allaient effectivement faire des réserves. Et dans ces cas-là, c'est vrai que l'informatique, on peut peut-être retarder d'1 an, 2 ans les passages de commandes, même si on avait prévu de changer les ordinateurs, les portables. Bon, quand l'horizon est très noir, on décale et effectivement, on repousse. Ces traders, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emprunté les actions, ils les ont immédiatement vendues au moment où le cours était pour eux le plus haut possible. Et ensuite, ils ont attendu que le cours s'écrase pour ensuite racheter l'action à prix bas et la rendre puisqu'elle était louée. Donc là, vous avez une plus-value inversée et vous avez des gens qui s'enrichissent sur des chutes de cours. On a aussi des problématiques de rémunération variable. Les stock options, c'est quelque chose qui effectivement est très vertueux pour des petites sociétés, des startups. Ils n'ont pas la trésorerie, ils veulent attirer des talents, donc ils essayent de faire adhérer des gens à un business model, à des idées, pour ensuite se répartir le gâteau lorsque la société sera introduite en bourse. Maintenant, les très grands groupes ont énormément de rémunération variable qui incitent les dirigeants à des prises de risques parfois un peu inconsidérées. Pourquoi? Parce que si ça ne marche pas, ils ne lèvent pas les options. Donc ils ne sont pas tributaires finalement. Ils ne vont pas payer la casse au niveau de l'action. Donc vous avez un décrochage entre la façon dont les dirigeants prennent des risques et puis la façon dont les actionnaires boivent le bouillon si effectivement ça ne se transforme pas. Rapidement, si on revient en France, des actionnaires en matière de réclamation boursière ne peuvent pas agir contre un dirigeant s'ils n'arrivent pas à démontrer un préjudice qui est propre. Or, aujourd'hui, un actionnaire, si on veut essayer de démontrer un préjudice propre, à part le fait qu'il ait perçu son dividende, s'il essaye de faire valoir le fait que son cours d'action s'est cassé la figure et que son action ne vaut plus rien et qu'il est ruiné, ce n'est pas un préjudice qui lui est propre, parce que la société aussi est ruinée. Donc ils ont tous les deux le même préjudice. Donc en fait, la seule chose qu'il peut faire, c'est une action sociale, c'est-à-dire pour le compte de la société. Donc vous imaginez le scénario, l'actionnaire est ruiné, et en plus il doit payer des avocats pour poursuivre un dirigeant qui, s'il se fait condamner, paiera, pas lui, la société. Alors c'est beau, c'est des chevaliers blancs, Colette Neuville, des minors ont beaucoup œuvré effectivement pour semer la panique parmi pas mal de conseils d'administration. Mais effectivement, depuis 2010, Arrêt Gaudriot-Sidel, sous l'angle d'une communication financière lorsqu'elle est trompeuse, erronée, fausse, ça a introduit la possibilité pour les actionnaires maintenant de pouvoir attaquer pour leur propre compte, y compris en cas de perte de valorisation boursière, ce qui donc a ouvert énormément de champs de contentieux potentiels contre les dirigeants. Maintenant, il y a quelque chose qui arrive qui est d'une cruelle actualité, c'est la réforme des actions de groupe qui vont passer, qui a été votée donc en mars 2023 à l'Assemblée nationale et qui va passer la semaine prochaine, le 29 janvier, au Sénat. Et là encore, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On voit bien que les actions de groupe, je pense que les gens les ont vues arriver dans le schéma français avec la loi Hamon 2014, droit de la consommation. Ça a été ensuite le secteur de la santé en 2016, l'environnement, puis la RGPD, puis la discrimination au travail. Le dernier en date, c'est l'allocation immobilière en 2018. Et là, on ouvre complètement les vannes. Dans le projet,
On élargit complètement aux personnes ayant qualité à agir, y compris sur des associations qui seraient créées purement ad hoc. Sur le champ des préjudices indemnisables, normalement, le droit de la consommation, c'est le préjudice matériel, le droit de la santé, c'était que le corporel. Là, c'est la réparation intégrale. Les tribunaux judiciaires spécialisés qui vont concentrer les contentieux. On n'a plus de mise en demeure préalable. On ne peut avoir des exécutions provisoires dès la première instance sans les recours. Donc on imagine comment ça va être galère de récupérer les fonds si effectivement, au final, on arrive à faire infirmer le jugement. La possibilité de financer les actions de groupe par des tiers ou par l'État, ce qui va quand même poser pas mal de problèmes parce que la seule protection qui est proposée, c'est une attestation sur l'honneur disant qu'on n'est pas un concurrent. Enfin, voilà, on est en train de voir tout un tas de choses, de mécanos qui se mettent en place, mais qui très sincèrement, entre le fondement juridique qui est annoncé et puis les moyens avec lesquels ils peuvent attaquer les dirigeants, là encore, augure d'un avenir relativement sombre. Mais on a encore les solutions. Françoise, heureusement que tu es là, Françoise. Hein. Napoléon disait que la femme était la perte de l'homme, mais pas dans ce cas. Donc, les fonds activistes, ce mot sort et tout le monde tressaille. C'est le poil à gratter ou le chat noir des dirigeants personnes physiques. Pourquoi c'est le poil à gratter ou le chat noir des dirigeants personnes physiques et des sociétés? Parce que ce sont des cas très médiatisés. Dès qu'on parle d'un fonds activiste qui commence à se mêler des affaires d'une entreprise, même si dans le cas d'Augustin, cela s'est bien fini, ça stresse les dirigeants, puisqu'ils doivent rendre compte, communiquer, expliquer. Donc le contrat responsabilité des dirigeants est là pour assister tant le dirigeant personne physique que la société, parce que là, ils ont un intérêt commun dans la communication. Ils vont payer les frais de communication, les éléments de langage, les avocats pour bien se défendre et préparer leur défense. Donc c'est le premier point. Un contrat RC des dirigeants, c'est vraiment vous préparer, être à vos côtés. Comme le disait Emmanuel, on voit de plus en plus d'augmentation, pas du nombre de class action aux États-Unis, mais plutôt de l'intensité payée aux États-Unis sur la base de la class action. Et ce que l'on voit aussi, c'est une augmentation de plus en plus nette des class action aux États-Unis à l'encontre des dirigeants des sociétés françaises. Donc sur ce point-là, je voudrais faire un petit focus sur les contrats d'assurance RC responsabilité des dirigeants qui prévoit une clause dite de prise en charge par la société des dommages et intérêts que le dirigeant doit payer de fait de sa condamnation pour faute commise dans ses fonctions de dirigeant. Alors cette clause-là, tout dépend de la rédaction que vous avez dans votre contrat. Parce que beaucoup d'assureurs parlent et disent, bon, si vous prenez en charge, nous allons mettre en place une franchise. C'est une garantie qui est une franchise parce qu'on protège la compagnie, on rembourse la compagnie de l'indemnité qu'ils ont donnée à leurs dirigeants. Mais dans beaucoup de contrats, certains contrats, pas celui de Liberty, on met un presumptive wording. C'est-à-dire qu'on présume que dans tous les cas, même s'il n'y a pas de clause de garantie donnée par la société, eh bien, la société va indemniser, va rembourser son dirigeant. Mais ce n'est pas le cas. Et de facto, on va appliquer une franchise. Alors ces clauses de garantie, elles sont licites aux États-Unis lorsqu'elles respectent certains critères. Donc, bien sûr, elle tombe lorsqu'il y a une action sociale, elle tombe s'il y a une faute intentionnelle, elle tombe s'il y a une fraude. Mais en France, cette clause n'est pas licite, elle est illicite. On ne peut pas avoir de garantie donnée par la société parce que c'est mis comme un cas d'abus de biens sociaux. Mais attention, en ce moment, on voit des assureurs qui, sur base d'une lecture un peu extensive d'une jurisprudence, mettent des presumptive wording en France pour des sociétés françaises, pour des réclamations françaises. Donc, ils considèrent que la société, sur base de cette... Alors, je vous enjoins de lire le très bon article d'Emmanuel qui s'appelle « Parlons en toute franchise », qui explique bien ces mécanismes. C'est-à-dire que la société, l'assureur va décider que le presumptive wording, sur base de cette lecture un peu extensive de cette jurisprudence, qui est quand même très limitée, mais que les assureurs utilisent de manière très étendue,
il y aura toujours un presumptive wording. C'est-à-dire la compagnie va toujours indemniser. Or, la société dit « moi, je n'indemnise pas » et l'assureur dit bah, « moi non plus, je n'indemnise pas puisque c'est à vous à indemniser votre dirigeant et moi, je serai là pour vous rembourser. » Donc, avec de telles clauses, si on ne fait pas attention à la manière dont est rédigée la clause, on peut arriver à un blocage complet des garanties. C'est-à-dire que le dirigeant personne physique, eh ben, il va se rendre compte qu'il ne peut ni faire appel à sa société, ni faire appel à son assureur. Donc je vous enjoins à regarder, parce que sous couvert qu'on vous vend une amélioration de garantie, on se retrouve en restriction de garantie. Donc faites attention quand on vous dit, oui, c'est très bien, on a amélioré. Un presumptive wording n'est jamais à l'avantage d'un client. Donc faites attention à ce point-là. Bon, troisième chapitre, vigilance sur le devoir de vigilance. Olivier, nous sommes d'accord, là c'est vraiment le chapitre positif, quoi. Hein. Très bien. Augustin, pardon Le Augustin, bouquet final. Absolument. Donc tu vas encore nous parler de groupes avec des présidents qu'on ne citera pas, dont le prénom commence par un A, le nom de famille par un R, dans les vins et spiritueux, ou de grandes banques commençant par un... On a compris. Alors, de quoi on parle là ? Alors, bon, le premier, ça va être un peu moins drôle. Concernant ce devoir de vigilance, il est notamment axé sur l'environnement et puis les droits humains. Donc, vous avez maintenant un bon nombre de cabinets d'intelligence économique qui sont spécialisés dans les due diligence, à qui vous pouvez faire appel avant une fusion-acquisition, avant d'investir en bourse, etc. etc. D'abord, concernant un peu les droits humains. Il y a une histoire qui a marqué, alors je suis désolé, elle est tragique, hein. C'est un véritable drame. En avril 2013, vous avez l'affaire qu'on a appelée l'affaire le Rana Plaza. Donc ça se passe au Bangladesh. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez 5000 ouvriers qui travaillent dans un bâtiment de 8 étages et ce bâtiment abrite 6 usines textiles. La veille de l'incident, donc ça se passe en avril 2013, vous avez des failles qui apparaissent, enfin des fissures qui apparaissent dans l'ensemble du bâtiment, et le lendemain, un certain nombre de salariés ne veulent pas se rendre à leur lieu de travail, mais vous avez quand même forcé et contraint 3000 ouvriers qui vont quand même se rendre sur le lieu de travail. Malheureusement, le drame arrive, ce bâtiment de 8 étages s'effondre. Vous avez plus de 1138 morts et plus de 2000 blessés. Alors qu'est-ce qui se passait en fait ? Dans ce devoir de vigilance, à l'époque, donc vous avez un certain nombre de marques vestimentaires occidentales, donc françaises, irlandaises, américaines, canadiennes, qui faisaient appel à des sous-traitants. Alors évidemment, donc, pour faire appel à une main-d'œuvre sous-payée, payer le moins cher possible, et puis un bâtiment qui n'était pas du tout aux normes et avec une corruption fortement présente au niveau local. Donc un bâtiment, voilà, il y avait déjà eu ce qu'on appelle dans le langage de l'intelligence économique des signaux faibles, très préoccupants. Il faut savoir qu'à l'époque, donc, la responsabilité sociétale de ces multinationales n'a pas été atteinte. Vous n'avez pas eu de condamnation d'entreprise occidentale, pas de condamnation de donneur d'ordre. En revanche, vous avez certaines de ces multinationales qui ont contribué en mettant de l'argent dans ce fonds d'indemnisation des victimes qui a pris pour nom le Rana Plaza Donor Trust Fund. Et ça a inspiré après une création de loi sur le devoir de vigilance. Un deuxième exemple qui est un peu plus, cette fois-ci, un peu plus drôle, je dirais. Ça concerne la poupée Barbie. Et oui. En juin 2011, donc vous avez une célèbre ONG donc qui est internationale, donc qui est spécialisée dans la protection de l'environnement, je pense que tout le monde connaît, qui arrive à Los Angeles et va étendre une énorme affiche de Ken, la poupée Ken, sur le siège d'une société américaine donc, qui fabrique cette fameuse Barbie. Donc c'est un fabricant de jouets et de jeux. Qu'est-ce qu'il leur est reproché ? Donc vous allez avoir, va s'en suivre également une énorme campagne de communication sur les réseaux sociaux et puis une autre banderole, mais je parle d'énorme banderole qui est visible à vue d'hélicoptère. Et ça va faire le buzz. Et puis vous allez avoir une autre banderole qui va être déployée à Londres également. Et tout ça va être repris sur les réseaux sociaux et ça va faire un buzz pas possible. Qu'est-ce qui est reproché ? À ce fabricant de jouets et de jeux, en fait, on leur reproche d'utiliser pour leurs emballages des poupées Barbie
du bois qui provient d'Indonésie, enfin de la pâte pour faire ces cartons d'emballage de la pâte à bois. Et ce qui est reproché, c'est de détruire les forêts en Indonésie. Et notamment, donc, vous avez 2 espèces qui sont protégées. Donc c'est les fameux tigres. Et puis des orang-outans. Et leur survie est menacée. Donc, cette campagne marketing, ça peut prêter à sourire. Enfin, cette campagne qui a été lancée, cette campagne de communication qui a été lancée par cette ONG, ça peut prêter à sourire. Mais le fait est que ça a eu des effets escomptés, puisque ce géant américain qui fabrique donc la fameuse poupée Barbie va suspendre son partenariat avec ce fournisseur indonésien pendant un certain temps. Voilà, juste pour vous montrer dans ce devoir de vigilance. Après, j'ai plein d'autres cas que j'ai pu aborder également dans mon livre. Là, c'est 2 exemples qui ont marqué un peu, qui sont des cas d'école en matière d'intelligence économique. Et je vous invite vraiment à regarder un peu les vidéos de l'époque. Ça date de 2011. Toute la stratégie marketing qui a été mise en place pour sensibiliser l'opinion publique sur des problèmes environnementaux. Emmanuel, pas de problème au Bengale, toi, ça va? Oui. Non, ça va. En revanche, j'aurais 2 constats à faire. Alors, le premier, ne pas sous-estimer la productivité normative de nos gouvernants français et européens. Alors, si j'essaie de prendre des termes d'aléas climatiques, je veux dire qu'on a une pluie torrentielle de textes qui nous inonde. Depuis 10 ans, si j'essaie, sans être exhaustif, mais juste pour vous donner un petit peu un aperçu de la construction de l'ego auquel on fait face. Les directives de 2014 sur la publication des informations non financières, loi de 2017 effectivement sur le devoir de vigilance, en réaction avec ce qui s'était placé effectivement au Bangladesh. Donc là encore, très bonnes intentions de nos gouvernants, sauf que on commence à parler effectivement donc d'une batterie de plans de cartographie qu'il faut mettre en place, avec surtout une obligation de le mettre sur toute la chaîne, pas seulement que vous contrôlez dans votre périmètre de consolidation, mais sur les sous-traitants, les fournisseurs, toutes les personnes avec lesquelles vous avez des relations économiques établies. Donc là, on commence déjà à avoir des notions extrêmement floues, extrêmement vagues. Et a-t-on, en tant qu'entreprise, les moyens de pouvoir imposer ce contrôle dont on est responsable au final? C'est la réelle question. Ordonnance de 2017 sur les déclarations de performance extra-financières, loi PAC de 2019 avec l'introduction dans le Code civil de la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux des entreprises, la possibilité d'avoir des raisons d'être, des sociétés de mission. Donc là, on passe vraiment sur des choses qui avant ne sont plus des déclarations de principe de soft law. On est sur des choses que maintenant on commence à avoir de plus en plus dans les documents de référence et qui servent de marchepied et d'angle d'attaque sur toutes ces ONG qui effectivement après demandent des comptes. Loi 2021 climat et résilience, projet d'accord européen sur la répression des crimes environnementaux, le fameux écocide, règlement européen 2023 sur la déforestation et la dégradation des forêts. Là, vous avez les 2 directives qui sont en train d'arriver, la CSRD et la CSDD, la Corporate Sustainability Reporting Directive et la Corporate Sustainability Due Diligence, qui abaissent considérablement le champ des entreprises qui sont soumises à ces obligations-là. Il faut savoir que autant la loi de 2017, où on était pour le coup très en avance sur le devoir de vigilance en France, c'était sur les sociétés qui employaient, je la fais très courte, en gros 5000 employés en France, donc on est quand même sur des gros groupes. Là aujourd'hui, on est sur des sociétés qui retiennent une qualification de grande entreprise s'ils réunissent 2 des critères suivants, soit 20 millions de total bilan, soit 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 250 salariés. Là, on a quand même tiré beaucoup, beaucoup plus bas. Et là encore, avec des choses qui sont extrêmement floues d'un point de vue juridique. Il faut essayer d'estimer quelles sont les incidences négatives, réelles ou potentielles, sur l'environnement et les droits humains et leurs activités sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire l'approvisionnement, la distribution, le transport, le stockage, la gestion des déchets, etc. On introduit un devoir de sollicitude du dirigeant, ce qui est encore des problématiques de traduction entre le duty of care et le devoir de vigilance. Donc ça encore, ça milite à avoir, on se doute bien, une bonne intention législative de vouloir essayer de contrôler la chaîne de valeur pour que les entrepreneurs puissent faire des pressions saines de façon à ce que des gens qui sont dans des pays un peu éloignés soient obligés de se mettre aux mêmes normes de sécurité et de protection de l'environnement et des droits sociaux. Mais est-ce que les entreprises ont réellement les moyens de pouvoir le faire et est-ce qu'elles ont conscience du périmètre exact que ça recouvre? Deuxième constat, ne pas sous-estimer la créativité et la pugnacité des ONG en matière de défense de droits, des protections de l'environnement, des droits humains. Canada, 2019, un célèbre constructeur allemand qui est pris avec des problématiques d'émission de ses moteurs,
s'est retrouvé donc attaqué et la Cour suprême du Québec a validé le recours de cette association qui visait à obtenir une indemnisation non pas des propriétaires des 10 véhicules ou des locataires, mais des habitants de la région qui avaient respiré l'air pollué. 35 $ canadiens fois le nombre d'habitants au Québec, 8,3 millions égale 300 millions de dollars. Autant vous dire que le groupe allemand a trouvé la bonne idée de transiger rapidement. Mais on peut imaginer qu'est-ce qui se passe si la Chine ou l'Inde se décident à suivre ce genre de jurisprudence intéressante. Royaume-Uni, février 2023, saisine de la Haute Cour de Londres contre 11 administrateurs d'un grand groupe pétrolier pour, je cite, manquement à l'obligation de développement d'une stratégie climatique suffisante pour atteindre les objectifs de transition zéro carbone. Donc voilà, mission sauver le monde, vous ne l'avez pas fait, je vous attaque. Ça devient extrêmement compliqué. En France, il faut voir que, bon, on tâtonne, on pédale complètement. Alors c'est vrai que ce n'est pas une question d'incompétence des juges, hein. C'est qu'il manque juste une chose à notre loi de 2017. Alors, ça va venir avec, je pense, la transposition des directives qui arrivent, c'est qu'il n'y a pas eu de décret d'application. Donc effectivement, les juges sont très peu à l'aise pour essayer d'estimer qu'est-ce qu'un bon plan de vigilance. De même, on n'a pas une AFA pour le devoir de vigilance. On n'a pas une autorité qui permet effectivement d'estimer si les plans sont suffisamment précis et cohérents et efficaces. Alors on a eu sur l'application les premières décisions d'application de la loi de vigilance 2017 en 2023 sur une affaire d'un très grand groupe pétrolier français. Mais les ONG avaient attaqué sur l'angle du référé, ce qui a permis aux juges de se dédouaner, de se déclarer incompétents. Je pense qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise. Maintenant, il faut le comprendre. Il peut enjoindre à une société de produire son plan de vigilance. Maintenant, de là à déterminer si un fabricant, un sous-traitant qui ne respecte pas les valeurs, il faut majorer ses prix, ou est-ce qu'il faut lui mettre une sanction, ou carrément couper et rompre les liens contractuels, ce n'est pas à lui de pouvoir le dire. Maintenant, en décembre 2023, on a eu une première décision du tribunal judiciaire de Paris, qui a la compétence exclusive pour gérer les contentieux en matière de devoir de vigilance, contre un grand groupe qui est chargé de l'acheminement des lettres et des colis, mais que je ne citerai pas, et qui effectivement avait des problématiques de suivi de son plan de vigilance dans une de ses filiales. Et là, le juge a pu déterminer effectivement les insuffisances assez caractérisées, bon, sans pour autant mettre d'astreinte. Hein, donc le groupe a effectivement s'amendé, mais on voit qu'effectivement bon, les choses commencent à avancer. Et si on essaye de mettre en lumière et en convergence la réforme des actions de groupe qui aujourd'hui sont en matière environnementale, bon, c'est vrai qu'on commence à avoir là encore une sorte de mécano un petit peu inquiétant qui se pointe à l'horizon. Donc c'est vrai qu'on a usage de dire, c'est la célèbre phrase d'Adolphe Thiers, que gouverner c'est prévoir. Je préfère plutôt cette phrase d'un homme pour qui j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il a fait et qui, là, pour le coup, s'applique plutôt bien dans notre domaine. Il disait « La responsabilité de chacun implique deux actes, vouloir savoir et oser dire ». C'était l'abbé Pierre. Françoise, pas facile. Alors, Mère Teresa, allons-y alors. On fait ce qu'on peut. Pas tout à fait, mais je vais oser dire alors, puisque c'est la transition. Comme l'a expliqué Emmanuel, il y a un florilège de nouvelles normes qui met à charge soit des employés, des devoirs, des obligations, qui crée de nouvelles fonctions, notamment la fonction de RSE. Et depuis tout à l'heure, on parle de la responsabilité civile des dirigeants. Qu'est-ce qu'un dirigeant ? Est-ce qu'un responsable RSE a la qualité de dirigeant et est-il couvert au titre de notre contrat? Bonne question. Alors, je vais vous rassurer, parce que tout le monde est pessimiste avec tout ce qu'on voit arriver. Ne vous inquiétez pas, les assureurs s'accordent tous pour donner des extensions très larges de la notion de dirigeant. Avec les dirigeants de droit, où là, c'est normé, il y a les mandataires sociaux, la délégation de pouvoir, ça, aucun souci. Après, il y a certaines fonctions où ce n'est pas des dirigeants de droit, mais on leur donne la qualité de dirigeants de droit. Et là, c'est les censeurs, c'est les DPO, c'est les directeurs juridiques. On leur donne et on le mentionne au contrat. Et afin de vous rassurer à tous, on a la voiture balai, celui du Tour de France, celle du Tour de France qui arrive derrière et qui balaye tout. Et c'est les dirigeants de fait. Donc, un responsable RSE, il a une fonction, un devoir de surveillance et de contrôle. Donc, il va être soumis, s'il n'est pas listé,
parce que c'est de nouvelles législations, c'est de nouvelles fonctions, il va être rattrapé par cette notion de dirigeant de fait. Mais la notion de dirigeant de fait, elle est quand même, c'est une construction jurisprudentielle. Donc, c'est plutôt le tribunal qui décide si vous êtes dirigeant de fait ou pas. Alors, certains de nos petits copains, oui, ils donnent les mêmes garanties. Oui, ils définissent, ils disent le dirigeant de fait, ça nous, on les assure. Mais ils conditionnent la qualité de dirigeant de fait à une décision d'un tribunal. Alors revenons en arrière. Je vous ai dit que la responsabilité des dirigeants, c'était en premier la couverture des frais de défense. Donc si pour savoir qu'un dirigeant a le droit d'avoir accès à ses frais de défense, il doit d'abord être condamné, reconnu comme dirigeant de fait par un tribunal, ben on n'est pas rendu. Hein. Il va payer beaucoup de frais de défense avant que son assureur intervienne. Donc ça, c'est la première chose. Après, moi, il y a quelque chose qui me surprend toujours dans les contrats RCD dirigeants, c'est l'avance des frais de défense ou le paiement des frais de défense. Alors moi, j'ai 3 enfants. Quand je fais une avance d'argent de poche, je peux dire que je fais un paiement d'argent de poche. C'est un don, c'est un don. Voilà, c'est un don. Alors, quand on dit à un dirigeant, je vous fais l'avance de vos frais, mais franchement, si votre sinistre n'est pas garanti, vous allez me le rembourser. S'il y a quelques conflits d'intérêts dans la société, entre la société et son dirigeant, comme on dit chez moi, je vous paie des figues pour que ça va se passer calmement. Donc, faites attention. Si on dit qu'on paie les frais de défense, on les paie. On ne dit pas on avance d'un côté et on reprend de l'autre. Alors, assurez-vous quand même que vos assureurs paient les frais de défense et ne font pas des avances. Parce que si vous faites ça à vos enfants, ils ne seront pas contents. Si vous faites ça à vos dirigeants, ils ne seront pas contents non plus. Après, je vais finir sur une note positive, parce qu'on a toujours été très, très négatif. Il fait bon de vivre en France. Il fait bon de vivre en France. On a un code des assurances très protecteur de nos assurés. On a un code avec la loi sur la sécurité financière qui permet d'avoir une continuité de la garantie dans le temps, qui fait une reprise du passé inconnu, c'est-à-dire tout ce qui est les faits et actes pas connus du dirigeant et qui peut avoir une réclamation maintenant sont couverts. Vous n'avez pas des rétro-dates où on dit « Ah, c'était il y a 2 ans, on ne paye plus ». Non, nous, on va payer. On a un code très protecteur sur la clarté des exclusions. On a un code très protecteur sur la déclaration du risque. C'est-à-dire que même si vous êtes un grand risque ou une entreprise, l'assureur doit vous poser des questions pour comprendre votre risque. Mon mari est belge. Bon, je suis catalane, mais moitié belge aussi. De 50% parfaite. Voilà, ouais. Parfait. Mais je suis une femme parfaite. Oui. Et en Belgique, il y a la notion de déclaration spontanée du risque. Définissez une notion de spontané du risque. Comment un chef d'entreprise qui n'est pas assureur peut savoir l'information qui va intéresser son assureur? En France, vous n'avez pas cette problématique-là, puisqu'on est obligé, nous les assureurs, de vous poser des questions. Et on est obligé dans les questionnaires de vous faire des questions fermées, parce que sinon, ça invalide toute l'information que vous nous transmettez. Donc, il fait bon de vivre en France. On n'a pas seulement du bon vin et du bon fromage, mais on a un très bon code des assurances, très protecteur. Alors c'est une très bonne question, la rumeur, parce qu'on est sur des assurances de responsabilité. Donc le déclencheur de la garantie, c'est la mise en cause du dirigeant. Et effectivement, il y a une zone floue. Alors quand il est objet d'enquête, etc., c'est les frais de comparution. On est en avant de la réclamation et on peut les couvrir, bien entendu, les frais de comparution. En revanche, quand on est sur quelque chose qui est une rumeur de presse, on vous attaque sur différentes façons, mais il n'y a absolument rien d'autre. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des courtiers ou de grands assureurs ont tendance à dire bon, bah, tant qu'il n'y a pas de problème, on ne va pas en créer non plus. Donc, on fait comme si de rien n'était. Sauf que
on s'achète des problèmes pour l'avenir. Le jour où cette problématique survient, et on sait qu'en général, au gré des appels d'offres, tous les ans, les assureurs changent de position ou de place, ou carrément sortent, rentrent. Et après, va se poser la question si effectivement cette problématique survient, et qu'on fait des recherches sur Google, on s'aperçoit que ça remonte à déjà pas mal d'années. Certains assureurs nouveaux vont vous dire, vous êtes gentil, mais ça c'est du réchauffé. Vous le connaissiez déjà largement avant. Donc il y a ce problème de calage qu'ont les clients, de savoir est-ce que c'est un sinistre, est-ce que c'est pas un sinistre. Donc en fait, souvent nous, ce qu'on incite au niveau de nos clients, c'est de dire, écoutez, c'est simple, il y a un moment, il faut peut-être provoquer la chose. Alors si ça relève de la diffamation, de la dénonciation calomnieuse, je pense qu'il faut attaquer la source. Au moins la personne, soit c'est du faux, et dans ces cas-là, en général, elle s'écrasera directement ou se fera condamner, soit il y a quelque chose derrière, et là, il va sortir les éléments, et là, on va provoquer la réclamation. Mais vaut mieux assainir la situation. Il n'y a rien de pire que de faire comme si de rien n'était, d'attendre, et de voir la chose ensuite apparaître. Françoise ? Si l'on compare aux positions des assureurs anglo-saxons, dès qu'il y a un changement d'assureur, on demande aux clients de faire des laundry lists. Donc ça veut dire qu'on va passer un temps infini à référencer et à se poser la question, est-ce que c'est un fait générateur connu ou pas connu. Donc c'est une procédure de gestion qui est assez longue et dure. Et voilà. Augustin, tu as un commentaire sur la rumeur qui peut être positive ou négative d'ailleurs? Dans mon livre, ce qu'on peut parler de rumeur, moi j'ai plutôt parlé d'attaque à la réputation, donc soit d'une entreprise ou attaque à la réputation ou d'un dirigeant. J'ai bien séparé les deux, parce que bon, si je prends ce qui est arrivé à M. Carlos Ghosn, il y a certes des faits juridiques, mais il y a aussi une atteinte. Il y avait un projet de fusion, enfin un projet de regroupement entre plusieurs sociétés. Voilà, moi la rumeur, je la vois quand même aussi sur le. Je pense à un grand groupe de BTP qui a subi des attaques réputationnelles sur son cours de bourse avec un faux communiqué de presse. Puis un deuxième, l'action en bourse a chuté. Et voilà, vous avez des gens après qui ont parié, qui ont le temps de se faire des bénéfices un peu sur le temps que ça remonte, mais ça a causé un préjudice. Donc en ce moment, on parle beaucoup de fake news, de désinformation. Voilà, en tout cas, moi, dans le livre que je relate, donc 7 grandes familles de risques, est-ce que vous êtes vulnérable juridiquement? Est-ce qu'on attaque votre réputation? Et faites attention également aux parties prenantes qui vous attaquent, parce qu'il n'y a pas que votre concurrent. Je vous rappelle aussi qu'il y a des concurrents qui financent des ONG qui ne sont pas neutres pour attaquer votre réputation. Ça peut se faire de manière beaucoup plus sournoise. Si je prends peut-être juste un exemple, alors là on quitte un peu la rumeur, mais on parle d'attaque à la réputation. L'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, elle finance des fondations qui elles-mêmes financent des ONG qui sont contre le nucléaire. Enfin, si vous avez une société qui est présente parmi les fournisseurs du nucléaire, l'Allemagne finance des ONG qui mènent des actions de désinformation pour détruire l'image du nucléaire en France. Vous avez eu un rapport qui a été publié par l'École de guerre économique cet été, qui est très détaillé, qui explique voilà, tous les processus mis en place par les fondations allemandes pour saper l'image du nucléaire en France. Et là, la notion que je distingue bien, c'est que là, on ne s'attaque pas à une entreprise en particulier, c'est on cible toute la filière, on désigne toute la filière. Et bizarrement, certaines ONG qui sont financées par des fondations allemandes, elles ont des investissements en Allemagne dans l'éolien, avec certains groupes allemands. Donc dans leur main droite, vous avez certaines ONG qui s'attaquent à l'industrie du nucléaire français. Et puis dans leur main gauche, elles ont des investissements dans l'éolien. Donc ce ne sont plus des ONG neutres. Enfin, voilà. Donc en tout cas, les rumeurs, l'attaque à la réputation, c'est vaste. Enfin voilà, en tout cas, ce que je peux vous en dire très brièvement.